Le débat convivial et nous avons pu leur poser nos problèmes que nous avons, ce qu'on peut dire qui entrave un peu l'évolution, mais la parfaite réussite de ces classes-là. Et je pense qu'ils ont pris note et nous ont rassuré que quelque chose se fera à la longue. Ensemble, nous avions eu à faire des détails, tout ce que nous sommes en train de faire dès le démarrage de ce projet, l'impact positif que ça a sur ces enfants-là, l'évolution du projet et quelques recommandations pour que le gouvernement puisse savoir où en sommes-nous précisément par rapport à ce projet. D'abord, nous avions eu à parler que dès le début, ce n'était pas facile pour les apprenants. Les apprenants ne savent pas ce qu'on appelle culture. Nos cultures sont en voie de disparition. On ne sait pas quelle danse existe, notre aire culturelle. Les enfants ne connaissent rien de tout ça là. Les parents aussi sont réticents par rapport à cela. Ils ne maîtrisent rien de notre culture. Ils ont voulu qu'on puisse leur parler du programme, comment est-ce que nous apprécions. Ils ont voulu également que nous parlions également du comportement des bénéficiaires, les acquis, les résultats obtenus par rapport à ce programme. Ils ont voulu savoir quelques difficultés liées à la mise en œuvre du programme, surtout pour ce qui concerne la cheville ouvrière que nous constituons pour ce programme. Et ils nous ont demandé également de faire quelques recommandations. Nous avons constaté un réel enthousiasme. Nous avons été agréablement surpris de la perception, de l'accueil que les uns et les autres ont de cette initiative. Vous savez que les classes culturelles et sportives ont permis d'engager dans le secteur de l'emploi plus de 800 encadreurs. Première chose. Deuxième chose, vous savez que cette initiative occupe les enfants les mercredis soirs et les vendredis soirs, ce qui corrige un tant soit peu les déperditions. Chacun des acteurs nous a dit, ces enfants qui bénéficient de cette initiative sont en général plus concentrés, en général meilleurs travailleurs que les autres. Il y a eu de belles histoires, des success stories que nous avons vues ici et là. Depuis que nous avons reçu ce courrier-là, on s'est dit, ça veut dire que les représentants à l'Assemblée tiennent vraiment à cœur ce projet du gouvernement qui en réalité a déjà d'impact positif sur le milieu scolaire. Nous sommes honorés. Je suis très content au nom des collègues béninois, encadrants sportifs béninois. Je voudrais vraiment dire que il faut vraiment de ces visites-là pour nous doper le moral. La Chambre des métiers de l'artisanat, la CMA, a été créée par la loi sur les cendres, j'allais dire, de ce qu'on appelait antérieurement l'UCIMB, l'Union interdépartementale des métiers du Bénin. Parce que le secteur de l'artisanat, beaucoup ne le savent pas, c'est un des meilleurs secteurs organisés dans le pays. L'artisanat, à l'endroit des téléspectateurs qui nous font l'honneur de nous suivre, je voudrais préciser que l'artisanat est structuré en 8 branches d'activité, en 40 corps de métiers et à plus de 175 métiers. Avant, c'était plus de 300 métiers, mais au niveau de l'UEMOA, selon la nomenclature des métiers de l'artisanat de l'UEMOA, donc commun aux 8 pays de l'espace UEMOA, les métiers ont été, j'allais dire, regroupés, mais il y a quand même 175 métiers. Et donc, il y avait beaucoup de dysfonctionnements dans le secteur. Là aussi, la réforme est passée. Nous avons créé la CMA par la loi pour nous conformer, entre autres, au règlement communautaire. Nous avons opéré 2 recenseurs qui nous a permis d'enregistrer plus de 450 000 artisans au registre biométrique des métiers. Il y a eu une élection pour élire les 80 élus consulaires à la Chambre des métiers de l'artisanat. Et selon les statuts de la CMA, c'est la CMA désormais qui organise le certificat de qualification au métier
avec le concours de la direction des examens et concours du ministère en charge de la formation professionnelle. Nous avons organisé un premier CQM rénové en octobre 2023 avec quelques 62 000 candidats. Le dernier CQM a été organisé en avril parce que le CQM, les dispositions légales prévoient que c'est 2 examens par an, en octobre et en avril. Le dernier CQM que nous avons organisé, que la CMA et la DEC ont organisé en avril dernier, a enregistré plus de 41 000 candidats dans 145 métiers différents. Justement, c'est pour dire que dans ce secteur également, il y a une réorganisation. Réorganisation totale. C'est le seul examen au Bénin où vous pouvez composer dans votre langue maternelle. Voilà. L'examen ne se déroule pas exclusivement en français. Voilà. Vous êtes Ouaman, vous allez composer en Ouaman. Vous êtes Adja, vous pouvez composer en Adja. Vous êtes Yoruba, vous pouvez composer en Yoruba. Donc je dis le dernier examen, c'est plus de 41 000 candidats dans plus de 145 métiers. Tout ce que le gouvernement fait, c'est pour promouvoir l'emploi. C'est pour promouvoir les PME et c'est pour promouvoir nos artisans. Donc, pour moi, les perspectives sont prometteuses. Nous n'allons pas arrêter de travailler avec acharnement pour l'atteinte de tous les objectifs fixés par le président de la République et contenus dans le programme d'action du gouvernement 2021-2026. Non, il n'y a pas eu d'évasion. Je le dis avec force. Quand vous êtes prévenu qu'on veut partir, vous doublez la garde et puis... Mais une garde affamée ne peut que collaborer avec le détenu. Le général de brigade à la retraite, François Kouyami, vient de rendre l'âme dans sa 82e année des suites d'une longue maladie. L'ancien ministre du gouvernement révolutionnaire du président Mathieu Kérékou et ex-directeur général de la gendarmerie nationale a rendu l'âme ce jeudi matin en France. François Kouyami, né le 29 janvier 1942 à Cotonou, est une personnalité de l'armée béninoise pendant la période révolutionnaire 1972-1990. Vous vous souvenez, en ces années 88, 89, il n'y avait pas de salaire. Les gens, c'était... Tout le système béninois était bloqué. L'État n'existait plus. Alors, c'est comme ça, j'étais sorti tranquillement, et même accompagné, escorté par des militaires, pas des militaires de chez nous. Aujourd'hui, je ne peux plus cacher, ça fait combien d'années, près de 30 ans maintenant de cette affaire, 88-89, parce que j'étais parti en décembre, le 13 décembre 88. J'étais parti, les militaires étaient contents de me voir partir parce qu'ils craignaient pour ma vie. Effectivement, il y avait les grands révolutionnaires qui tenaient à ce que je sois exécuté et tout ça. Il y a eu des plans qui ont été montés pour me faire disparaître. De là, je recevais les informations. Tu ne peux pas apprendre qu'on viendra t'enlever tel jour, on va te larguer en haute mer et tu vas attendre. Non. Je suis resté là et je disais au commandant du camp, si vous ne me laissez pas partir, moi je vais partir. Vous allez parler d'évasion. S'évader, c'est quelqu'un qui a peur et qui court en regardant derrière. Moi je suis parti sans regarder derrière parce que mon arrière était couvert. J'ai été accueilli par presque toutes les autorités nigérianes. Toutes les autorités, depuis le sommet jusqu'au
au capitaine, au lieutenant. J'étais très bien accueilli, bien logé, et tout ça. Les moyens étaient à ma disposition, l'argent était à ma disposition, les véhicules étaient à ma disposition, les villas, mes déplacements assurés, sécurisés et tout. Bon, on a envoyé des gens me liquider là-bas, mais en définitive, c'est eux qui ont fait les frais en prison là-bas. Il a occupé plusieurs fois le poste de ministre. Grand sportif, il a été basketteur, handballeur, puis président de la Fédération béninoise de taekwondo. Bénéficiaire d'une bourse d'études en médecine au Sénégal, il ne fera jamais le voyage. Et pour cause, à un mois du départ, un beau-frère proposera à son père de le laisser entrer dans l'armée. Bientôt, c'est les militaires qui vont diriger ce pays. Laisse tes camarades partis en formation. À leur retour, c'est toi qui vas les commander, lui a-t-il conseillé. Une prophétie qui sera accomplie. Le général Kouyami a été le tout premier militaire béninois formé en tant que chef de guerre. Il a occupé le poste de directeur de la Sûreté nationale. Le jeune militaire a été nommé ministre de la fonction publique, puis ministre de la jeunesse, de la culture populaire et des sports du gouvernement révolutionnaire. Le général François Kouyami fut candidat à la présidentielle de mars 2001. Le ministre de la Santé du Nigeria a annoncé le lancement d'un nouveau vaccin contre le paludisme qui sera administré gratuitement aux patients. Ce nouveau vaccin, qui marque un tournant dans la lutte contre cette maladie mortelle, a été provisoirement approuvé par l'autorité nigériane de réglementation des médicaments en avril de l'année dernière. Ce lancement fait du Nigeria l'un des premiers pays au monde à soutenir le nouveau vaccin R21 développé par des scientifiques de l'université d'Oxford et fabriqué par le Serum Institute of India et Novavax. Le ministre de la Santé a déclaré que le Nigeria a déjà reçu 846 200 doses du vaccin. 153 800 doses supplémentaires sont attendues le 26 octobre prochain. Le déploiement des vaccins commencera par 2 États, à Kebbi dans le nord du pays, puis à Bayelsa sur la côte, avant un déploiement national. Avec 31% des décès dus au paludisme, le Nigeria est le pays le plus touché au monde par cette maladie transmise par les moustiques, selon un rapport de l'OMS datant de 2023. Au Kenya, le Sénat a voté jeudi en faveur de la destitution du vice-président Rigathi Gachagua dans le cadre d'un procès en destitution pour corruption et autres allégations. Quelques heures plus tôt, l'homme avait été conduit d'urgence à l'hôpital pour des douleurs thoraciques. Les sénateurs ont approuvé 5 des 11 chefs d'accusation contre M. Gachagua, faisant de lui le premier vice-président en exercice à être destitué ainsi. Le Sénat a décidé de démettre de ses fonctions par voie de destitution son Excellence Rigathi Gachagua, vice-président de la République du Kenya. En conséquence, son Excellence Rigathi Gachagua cesse d'exercer ses fonctions. Le vote sur le premier des 5 chefs d'accusation a été de 54 à 13, bien au-delà de la majorité des 2 tiers requis pour la condamnation et la destitution. La semaine dernière, la Chambre basse du Parlement a voté par 282 voix contre 44 la mise en accusation du vice-président. Mercredi, M. Gachagua avait plaidé non coupable des 11 chefs d'accusation. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a récemment nommé l'acteur britannique Theo James ambassadeur de bonne volonté en Mauritanie. L'artiste a effectué sa première visite dans le pays d'Afrique de l'Ouest pour s'informer de l'impact du changement climatique sur le pays, ses citoyens et sa communauté de réfugiés. Les réfugiés doivent être inclus dans la politique climatique sur la scène mondiale. Il y a maintenant 250 000 réfugiés maliens dans cette région. Ils ont été forcés de traverser la frontière à cause des combats au Mali. Ils arrivent à un endroit où les ressources sont déjà limitées en raison de la crise climatique. Une situation déjà problématique a donc été exacerbée à l'extrême. Theo James a notamment passé du temps avec des réfugiés venus du Mali après avoir fui la violence et l'insécurité dans leur pays.
La star de Divergente représentera l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés lors de la COP29. En Somalie, au moins 7 personnes sont mortes et 6 autres blessées lors d'une explosion kamikaze dans un café à l'extérieur d'une école de police. C'était jeudi dans la capitale Mogadiscio. De sources policières, les victimes sont des policiers et des civils qui prenaient le thé à l'extérieur de l'Académie générale de la police de Kaye. Des gens qui soupçonnaient le kamikaze alors qu'il transportait quelque chose se demandaient que fait cet homme qu'ils ne connaissaient pas. Dès qu'il a entendu les inquiétudes, il s'est immédiatement fait exploser. Le groupe militant Al-Shabaab lié à Al-Qaïda a revendiqué l'attentat dans un communiqué publié sur son site internet. Cette attaque n'en est pas la première de l'organisation en Somalie. Les taux de malnutrition augmentent dans la région du lac Tchad en raison des conflits armés qui entravent la production alimentaire. Les établissements de santé soutenus par le Comité international de la Croix-Rouge dans le nord-est du Nigeria ont signalé une augmentation de 24% du nombre de jeunes enfants souffrant de malnutrition par rapport à l'année précédente. Lorsque j'ai accouché, mon fils était en bonne santé. Mais à 1 an et 9 mois, j'ai arrêté de l'allaiter. Il a commencé à perdre du poids. Et nous pensons que c'est lié au fait qu'il ne pouvait pas obtenir de lait maternel. Le conflit armé prolongé qui s'est intensifié au premier semestre de l'année est l'un des principaux facteurs de la détérioration de la crise alimentaire. Nous n'avons plus accès aux champs depuis que Boko Haram et d'autres groupes ont pris le contrôle de la brousse. Ces conflits ont déplacé des millions de personnes, détruit les moyens de subsistance et ont eu de graves répercussions sur l'accès aux terres agricoles. Cette augmentation du nombre de personnes qui n'ont pas assez de nourriture reflète une augmentation de la violence. Il y a de graves répercussions sur la capacité des communautés à cultiver leurs champs et à accéder au marché. Les incidents violents dans la région du lac Tchad ont augmenté de 58% au premier semestre 2024. Selon les ONG, 6,1 millions de personnes dans la région du lac Tchad connaîtront des pénuries alimentaires dans les mois à venir. Les cas de Mpox se multiplient en Afrique, notamment en raison d'une nouvelle souche du virus plus mortelle et plus transmissible qui se propage en République démocratique du Congo. Jean Kaseya, directeur général du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, Africa CDC, a rapporté que 50 nouveaux décès ont été enregistrés au cours de la semaine écoulée, portant le total à 1100 morts. Cette épidémie touche actuellement 18 des 55 pays africains. Nous continuons à lutter contre cette épidémie, a déclaré M. Kaseya, insistant sur l'urgence d'agir rapidement pour éviter que le Mpox ne se propage davantage à d'autres pays africains. Il a également exhorté les partenaires internationaux à concrétiser leurs promesses de soutien financier. Le plan d'action de 6 mois élaboré par Africa CDC et l'Organisation mondiale de la santé, évalué à 600 millions de dollars, consacre 55% de ce budget à la lutte contre le Mpox dans 14 pays déjà touchés. La Zambie et le Zimbabwe ont récemment signalé leur premier cas, tandis que le Kenya a enregistré son premier décès lié à cette maladie. Mettre fin à l'escalade au Moyen-Orient, un sujet abordé lors de la rencontre entre le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi et le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi. Les deux hommes se sont entretenus ce jeudi matin au Caire pour discuter des fortes tensions dans la région. Le président égyptien estime que la guerre à Gaza aurait de graves répercussions sur la sécurité et les capacités de toutes les nations de la région. Il a également appelé à mettre fin à l'escalade au Liban, aux violations en Cisjordanie et à garantir l'acheminement de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza.
La visite du ministre iranien des Affaires étrangères intervient 2 jours après que le prince héritier saoudien, Mohammed bin Salman, a rencontré le président égyptien pour discuter de l'évolution de la situation au Liban et dans la bande de Gaza. Lors de leur échange, le prince saoudien a insisté sur la nécessité de créer un État palestinien indépendant, seul moyen, selon lui, de parvenir à un cessez-le-feu durable, à la paix et à la sécurité. Les dirigeants de l'Union européenne se sont réunis à Bruxelles ce jeudi pour chercher des moyens de durcir leur politique migratoire. Au cœur des discussions figurent les expulsions des migrants en situation irrégulière, qualifiées de chaînon manquant par le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis. Les flux de retour sont le chaînon manquant de notre politique migratoire. La Grèce met en œuvre depuis 5 ans une politique migratoire certes très stricte mais que nous estimons juste. Je me réjouis de voir que le Conseil européen reconnaît progressivement l'importance de la dimension extérieure de l'immigration et la nécessité de protéger efficacement les frontières européennes. Cependant, le pacte sur l'immigration et l'asile n'aborde pas pour autant la question des retours. Nous ne pouvons pas nous permettre de rester inefficaces face à ceux qui n'ont pas droit à un statut de protection dans l'Union européenne. Ce durcissement intervient alors que les flux migratoires irréguliers diminuent, mais l'immigration reste un sujet sensible, alimenté par la montée des partis d'extrême droite. Plus d'1 an après le début de la guerre entre Israël et le Hamas, la bande de Gaza est toujours menacée par la famine. Selon le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, Israël n'a pas autorisé l'entrée de nourriture dans le nord de la bande de Gaza pendant les 2 premières semaines d'octobre, alors qu'il y menait une opération militaire de grande envergure qui se poursuit toujours. Toute amélioration de la sécurité alimentaire que nous constatons est le résultat de la quantité d'aide humanitaire et de flux commerciaux entrant à Gaza. Les systèmes alimentaires locaux étant détruits et les exploitations agricoles endommagées, les populations sont totalement dépendantes des approvisionnements provenant de la frontière. Pour que des progrès réels soient réalisés, ce flux d'aide doit être régulier et fiable. Près de 2 millions de personnes à Gaza sont toujours confrontées au risque de famine, et ce risque persistera si tous les points de passage frontaliers ne restent pas ouverts et si l'aide ne continue pas à parvenir à ceux qui en ont besoin. Les responsables humanitaires des Nations Unies ont déclaré la semaine dernière que l'aide entrant dans la bande de Gaza était à son niveau le plus bas depuis des mois. Plus d'1,8 million de personnes, soit environ 86% de la population de Gaza, souffrent de la faim à un niveau critique, selon la classification intégrée de la phase de sécurité alimentaire, IPC. Nous n'avons rien à manger ni à boire. Nous voulons que cette guerre se termine. Mettez fin à la guerre et laissez-nous rentrer chez nous en toute sécurité. Ces dernières semaines, Israël a de nouveau ordonné l'évacuation du tiers nord de la bande de Gaza. Des centaines de milliers de personnes ont été chassées de chez elles et entassées dans des camps de tentes sordides. Des écoles ont été transformées en abris.